Bonjour à tous et bienvenue sur un autre point de vue pour cette première vidéo. Le but de la chaîne est de vous donner un autre point de vue sur vos cours que celui de vos professeurs ou même des vidéos YouTube de professeurs. Le point de vue d'une élève. Cette vidéo est une vidéo méthodologique sur la restitution de connaissances. Cet exercice est très important en spécialité SVT. Cependant, il est très difficile, car il faut être capable de réexpliquer son cours et d'en faire un véritable exposé. Il ne suffit pas de le comprendre. La restitution de connaissances a ses propres codes, comme l'analyse de documents. J'ai souvent eu du mal à trouver des copies de restitution de connaissances complètement rédigées. Or, lire une copie permet de comprendre le ton à adopter, les attendus des professeurs. C'est quand même un exercice de rédaction. Je vous partage donc ma copie. Le sujet, créé par mon professeur de SVT, portait sur la mitose et la méiose. On nous demandait de les comparer. Cependant, on nous limitait bien aux échelles cellulaires et chromosomiques. Il n'y avait pas de document d'aide. Ce qui était déstabilisant, c'était qu'on pensait automatiquement à un plan en deux parties, mitose et méiose. Or, on nous avait toujours dit en classe de faire un plan en 3 parties. Certains en ont fait des hors-sujets, en parlant de la réplication de l'ADN dans toute une partie. D'autres ne se sont pas limités aux échelles indiquées, mais ont voulu parler des mutations génétiques et de leurs conséquences sur le phénotype. Je vous propose ici un plan en 3 parties, mitose, méiose et comparaison. On aurait pu s'arrêter à 2 parties, mitose et méiose, et faire une conclusion un peu plus longue qu'usuellement. Également, c'était un autre plan possible. Voici mon introduction. Le cycle cellulaire est composé de 4 phases, la phase G1, la phase S, la phase G2 et la division cellulaire. Or, il existe 2 types de division cellulaire, la mitose pour les cellules somatiques et germinales, et la méiose pour les cellules germinales. Ça, c'est vraiment ma phrase d'accroche. En fait, pas besoin de faire une phrase d'accroche originale. De toute façon, il n'y a pas de mise en situation. Donc, autant commencer directement en définissant vraiment ce dont on va parler dans le sujet ou en répétant tout bonnement des choses qu'on n'aura pas besoin ainsi de redire tout au long du sujet plusieurs fois. Ensuite, il faut reformuler le sujet en une problématique. La mienne était: quels sont les mécanismes et objectifs respectifs de la mitose et de la méiose aux échelles cellulaires et chromosomiques? Et ensuite, on donne notre plan au correcteur. Après avoir étudié ceux de la mitose, il sera intéressant d'évoquer ceux de la méiose pour enfin les comparer. Là, on voit donc bien 3 étapes de l'introduction. Une introduction qui, en restitution de connaissances, sera plus souvent sur du cours que sur une mise en situation. Ensuite, une problématique, puis le plan. Pareil que dans toutes les autres matières où vous rédigez. Voici ensuite ma première partie, donc sur la mitose. Au début de la mitose, chaque chromosome a été doublé. On a donc des paires de chromosomes doubles homologues, et non analogues. On mesure en effet que la quantité d'ADN a doublé. Là, je me suis dit, ce serait beaucoup trop long d'expliquer pourquoi il double. Et surtout, je ne vais pas parler de la réplication. Mais je dis quand même qu'on le mesure, donc il faut que je le montre, que je le prouve. Pour ça, un schéma est un argument. Ici, donc, grâce à ce schéma, je valide mon cours qui me dit qu'on a des paires de chromosomes doubles homologues. En effet, à chaque fois qu'on avance un argument de cours, il faut vraiment le justifier. Donc pour ça, vous pouvez utiliser toutes vos activités, tous vos TP, vraiment des expériences et des schémas. Mais il faut toujours penser à justifier. Vraiment, c'est un exposé. Pour identifier les différentes étapes de la mitose, on peut par exemple observer un apex d'oignon au microscope optique ayant préalablement coloré les chromosomes au test de Fulgen pour les rendre identifiables. Le test de Fulgen colore l'ADN. Donc là, c'était une activité, et dans l'activité, on pouvait voir ça. Là, ce deuxième argument me permet de justifier la suite de mon cours.
On identifie alors 4 phases. Lors de la prophase, les chromosomes se condensent et le noyau disparaît. Puis, libérés dans le cytoplasme, ils vont être alignés par le fuseau de division qui est relié à leur centromère sur un même plan. Ce plan est le plan équatorial. C'est la métaphase. Le fuseau de division va se rétrécir, rompant les centromères. Chaque chromatide va être entraîné vers un pôle cellulaire lors de l'anaphase. Finalement, les enveloppes nucléaires vont se reformer. Cette télophase prend fin lorsque le cytoplasme se divise, formant 2 cellules filles. Ici, on a des cellules contenant toujours 2 chromosomes homologues, 2N, ce sont des cellules diploïdes. Cette division maintient donc le patrimoine génétique à chaque division cellulaire. Donc là, comme on voit, je connais parfaitement mon cours. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très important et je sais le réexpliquer. Là, on aurait pu penser, j'aurais pu avoir l'idée de faire le schéma de la mitose. Mais il faut quand même rédiger. C'est un exercice de rédaction, comme je l'ai déjà dit. Donc, ça m'aurait pris plus de temps. Là, vraiment, c'était concis, clair, net. Et surtout, je pars pas dans plein d'apartés. Vraiment, je reste focalisée sur mon sujet. Pardon. Donc, voilà la deuxième partie, sur la méiose donc. En observant la quantité d'ADN en fonction du temps, dans une cellule germinale, on observe 2 divisions successives. Donc là, j'ai refait le même schéma parce que pareil, trop compliqué à expliquer. C'est souvent pour ça qu'on fait des schémas. Donc, arrêtons-nous un peu sur le schéma. J'ai grossi cette première part, cette partie pour le schéma, justement. On voit que c'est un graphique, donc j'ai bien mis les unités. Alors, j'ai mis des unités arbitraires. C'est assez pratique, comme ça me permet de ne pas apprendre plein d'unités sur l'ordonnée, sur les abscisses. Non, comme ça, je peux faire vraiment comme je veux. Bon, évidemment, je respecte surtout pour l'ordonnée qu'il faut utiliser 1, 2, 4 pour bien... Mais c'est pas la vraie quantité d'ADN, on s'en doute bien. C'est donc ce qu'on appelle une unité arbitraire. Et bien sûr, j'ai mis un titre, quantité d'ADN en fonction du temps lors de la division cellulaire d'une cellule germinale, que j'ai souligné. Et j'ai souligné d'une autre couleur, en vert, même si ça se voit pas bien, le grand 1 et le grand 2, qui sont les 2 phases de division dont je vais parler par la suite. Voilà, donc le schéma doit être détaillé. Il est assez petit sur ma copie, ça se voit pas. Il est pas très grand, mais il est lisible. Il doit être détaillé, lisible, juste, surtout. Il doit être juste et compréhensible pour quelqu'un qui n'aurait pas étudié votre cours. Le schéma, c'est un résumé compréhensible. Vraiment, c'est important parce que parfois les schémas n'ont aucun rapport ou vraiment juste si vous n'êtes pas doué en dessin, enfin vous voyez là c'est assez facile donc pas de problème. Mais vraiment vous lancez pas dans de grands dessins, ça ne sert à rien et ça vous fera perdre du temps. Or vous n'avez qu'une heure. Donc je continue. En effet, la méiose permet de passer de cellules diploïdes, de N, à des cellules haploïdes, N. Lors de la prophase 1, les chromosomes se condensent et le noyau disparaît. La métaphase 1 est différente de la métaphase de la mitose. Les chromosomes s'alignent par paires de chaque côté du plan équatorial. Cette formation est bivalente. Alors là, je vous avoue, je ne savais pas du tout expliquer une formation bivalente. Je me suis dit, je vais me perdre, je vais mal rédiger, ça va être pas clair pour mon correcteur. Donc, j'ai fait un schéma. Le schéma de la métaphase. Et comme ça, c'était beaucoup plus clair et pas la peine d'exposer. Pour autant, je n'ai pas dessiné toutes les étapes de la méiose. C'était pas intéressant. Juste une pour éclairer ce que je disais. Donc voilà, c'est pas forcément un argument, ça peut être un éclaircissement aussi, un schéma. Le fuseau mitotique attire alors chaque chromosome vers un pôle cellulaire. C'est l'anaphase 1. La télophase forme alors les noyaux de 2 cellules filles haploïdes. Dans chacune de ces cellules va se dérouler les mêmes phases, semblables à celles d'une mitose. La prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2 et la télophase 2. Voilà, là je ne les ai pas redécrites parce que ça m'aurait pris beaucoup de temps, ça aurait fait une partie déséquilibrée, trop longue par rapport à l'autre, et en plus, vraiment, je les avais déjà décrites, quoi. Donc on a pu observer d'une cellule diploïde la formation de 4 cellules haploïdes. Chacune contient un chromatide, soit un chromosome, et non pas une paire. Cette réduction du nombre de chromosomes a souvent pour but d'aboutir à la formation des gamètes. Cette observation est faite au microscope optique. Vous voyez, là j'avais oublié de dire j'avais oublié de justifier mon cours, donc j'ai ajouté cette petite phrase.
est faite au microscope optique. Parce que il faut vraiment justifier. Et là, je l'avais oublié en l'occurrence. Alors là, c'est ma troisième partie, une comparaison. Elle est plus petite, mais c'est normal vu le sujet. Certains ont décidé du coup de faire une longue conclusion et de faire seulement 2 parties. C'est possible aussi, mais je voulais rester dans les clous et faire vraiment 3 parties. On a donc d'une part des mécanismes de division différents pour la mitose et la méiose. La mitose est composée d'une seule division et la méiose de 2. Cependant, la seconde division de la méiose est semblable à la mitose. La mitose a lieu dans les cellules somatiques pour maintenir le patrimoine génétique lors de chaque division cellulaire. La méiose se déroule dans les cellules germinales et réduit le nombre de chromosomes pour aboutir à des gamètes. La première a pour but de conserver des cellules diploïdes et la seconde de passer à des cellules haploïdes. Donc là, vraiment, ce paragraphe, j'ai remis tous les mots compliqués que j'avais appris, vraiment. Et mon but, c'était à la fois de faire des rapprochements, mais aussi de mettre en valeur les différences entre la mitose et la méiose. Voilà. Vient ensuite ma conclusion. J'avais pas du coup besoin de refaire cette comparaison, je l'avais déjà faite, j'ai préféré faire très court. La mitose et la méiose ont donc des mécanismes différents car ces divisions n'ont pas le même objectif. Cependant, la copie de l'ADN qui les précède doit être parfaite, sinon cela entraîne une mutation génétique. Bien sûr, les effets d'une erreur de copie sont différents s'ils précèdent la mitose ou la méiose. En fait, vraiment ma conclusion, du coup, normalement dans une conclusion, on répond au problème et ensuite on fait une ouverture. Donc ma réponse au problème, c'est une phrase. La mitose et la méiose ont donc des mécanismes différents car ces divisions n'ont pas le même objectif. J'ai vraiment répondu à ma problématique de départ et c'était en une phrase. Et ensuite j'ai fait une ouverture. Alors l'ouverture, si vous voulez être sûr de ne pas vous rater, faites-la sur la partie suivante dans votre cours. Apprenez bien le plan de votre cours s'il est classé en grand 1, grand 2, grand 3. Nous, c'est le cas et c'est très pratique parce que du coup, on apprend un peu le grand titre et ensuite dedans les petits A, petits B, petits C. Et comme ça, en fait, ça nous donne souvent déjà le plan quand on a une restitution de connaissances. Et du coup, là, c'était la prochaine partie du cours, la copie de l'ADN, du coup, la réplication et les erreurs de copie de la réplication et leurs conséquences. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Voilà, là vous avez donc eu toute ma copie. Résumons un petit peu ce qu'il faut pour avoir une bonne copie de restitution de connaissances.